Salut camarades! Toujours dans une optique d'en finir avec la première croisade, chose dont finalement j'ai pas tellement envie mais il faudra bien le faire un jour, bref, toujours dans l'optique d'en finir avec cette première croisade et ses inénarrables personnages, il nous reste, avant de parler de mon Baudouinet préféré, ce qui n'est pas une mince affaire, on le verra ensemble, ou même des chroniqueurs, sans qui nous ne saurions pas grand chose de cette aventure chatoyante et épique, eh bien, il nous reste donc à parler des deux Normands, l'oncle et le neveu, le vieux rusé et le jeune ambitieux, Bohémond et Tancrède. Néanmoins, même s'il est difficile de les dissocier, tant leurs destins sont intrinsèquement liés, sans pour autant qu'ils en aient forcément eu envie d'ailleurs, eh bien nous allons essayer de les étudier tour à tour, avant probablement d'ailleurs d'en terminer avec leurs aventures dans une troisième vidéo, où pour le coup je vais les évoquer ensemble. Ouais, c'est compliqué et j'hésite encore. Pour le moment on va bosser sur Bohémond déjà, on verra après. À travers eux, nous allons aussi parler de leur création, la principauté d'Antioche, qui, comme chaque État latin d'Orient, a ses particularités, que ce soit dans sa situation géographique et géopolitique, sa diversité de population, ou son administration influencée par l'origine de ses créateurs, et ses antécédents politiques évidemment. Mais sa grande spécificité, c'est qu'à la différence des autres, elle a, en plus des Turcs et des Arabes, un autre ennemi mortel, les Byzantins, maîtres légitimes du cœur même de la principauté, et d'une bonne partie de son territoire aussi, qu'il ne compte donc clairement pas abandonner, ce qui sera loin d'être sans conséquence. Nous allons donc étudier les péripéties de deux des personnalités les plus fortes et les plus romanesques de la croisade, en commençant par l'inénarrable Bohémond, un personnage haut en couleur, romanesque à souhait, mais qui derrière ses atours d'épopée inoubliable, disons, est aussi, mine de rien, à l'origine de l'un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité. Mais chaque chose en son temps. Avant de reprendre ces aventures, nous allons et devons revenir en arrière, comme à chaque fois, ce qui nous sera indispensable pour mieux le comprendre, et d'ailleurs on fera de même avec Tancrède du coup. Parce que, pour le coup, et je dis beaucoup de fois coup, je n'ai jamais autant lu de bouquins sur le sujet que pour préparer cette série de vidéos, cette série de vidéos, enfin, je veux dire les Normands au sein de la croisade. Et pour le coup, la bibliographie est épinglée en commentaire, c'est ce que certains d'entre vous m'ont conseillé et qui est effectivement le plus simple. Et de fait, pour ne pas dire du coup, sa bibliographie est beaucoup plus conséquente et aussi beaucoup plus récente. J'ai des bouquins qui datent de 2010, 2007, 2017, etc. Et j'en ai appris beaucoup. Nos deux Lascars viennent donc d'une sacrée famille de gueudins, les Hautes-Villes, dans laquelle, telle une sorte de mythologie épique et invraisemblable, les 12 fils de Tancrède, modestes seigneurs du Cotentin, ont, au XIe siècle, quitté les rivages de la Normandie pour partir à la conquête de l'Italie, de la Sicile et des Balkans, bouleversant pour des siècles la géopolitique méditerranéenne. Oh oui, j'aimerais bosser dessus un jour, évidemment. De ces 12 frères, celui qui nous intéresse le plus, c'est évidemment Robert Guiscard, duc d'Apulie et de Calabre, le père de Bohémond. Et quand je vous dis que j'ai appris des choses merveilleuses, et surtout des choses nouvelles, eh bien ça commence fort, puisque par exemple, Bohémond ne s'appelle pas Bohémond. Non, son vrai nom de baptême, c'est Marc. Oh, hi Mark. Pourquoi Bohémond alors? Eh bien, le Robert ayant entendu pendant un banquet, passablement pété j'imagine, la légende du géant Bohémond, dont je doute qu'elle ait traversé les siècles, il a décidé que ce serait vachement plus rigolo d'appeler son fils, né entre 1052 et 1057, comme ça. Voilà, du coup je pense qu'on est passé à côté de, de noms assez rigolos, comme Tartampion ou Géant Vert. Bref, c'est ainsi que grâce à la destinée incroyable de ce fils prodigue, un surnom à la con est devenu un prénom de baptême pour de nombreux enfants à venir, appelé ainsi en l'honneur de ce personnage, et c'est même carrément devenu un prénom dynastique, prénom qu'il fut sans doute pourtant le premier homme à porter. Bon, j'imagine qu'il y a éventuellement aussi 2-3 lutteurs de foire ou des conneries comme ça qui s'appelaient... Voilà, mais... ça compte pas vraiment, quoi. Mais avant de vivre sa destinée incroyable, notre ami Bohémond est très vite confronté à un problème. Son père se sépare dès 1058, donc quand il a 1 ou 6 ans à peu près, de sa mère, Alberella de Buonalbergo, pour se remarier avec la terrible princesse lombarde Sichelgaït de Salerne, dont le rang lui est infiniment plus profitable en termes d'ascension sociale. Où est le problème, me direz-vous? Car en effet, ça ne s'arrête pas juste au fait que Bohémond connaisse les mésaventures d'un enfant de divorcé. Le vrai problème, c'est qu'avec Sichelgaït, Robert fait d'autres enfants, dont Roger Borsa, qui naît vers 1060. Mais surtout, elle va obtenir, justement, que Roger Borsa soit désigné comme héritier de Robert Guiscard, à la place de Bohémond, qui est pourtant largement plus compétent que son demi-frère cadet. Demi-frère cadet qui a donc vraiment eu du bol que sa daronne s'en soucie. Oh, maman.
D'aucuns soutiennent, comme Jean Fleury, que c'est justement pour remédier à ce déshéritage que Robert, prenant conscience à la fin de sa vie du risque vénère de guerre civile entre ces deux rejetons, décide de se lancer dès 1081 à la conquête des Balkans, et sans aucun doute, au-delà de ça, de Constantinople. Le tout pour doter son fils, soit effectivement comme empereur byzantin, soit plus modestement comme roi des Balkans, donc en constituant ex nihilo un royaume des Balkans. Oui, parce qu'à l'époque, les Normands, la notion de géopolitique, c'est eux qui la modèlent. Bon, on va pas se lancer dans le détail de cette expédition, qui va durer 4 piges et se solder par une défaite normande et la mort de Guiscard, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais il faut en retenir que Bohémond s'y illustre d'ores et déjà à plusieurs reprises, son père notamment lui confiant la direction de l'armée en son absence. Lui-même d'ailleurs devant rentrer dardard en Italie pour sauver les miches du pape à Rome face à l'empereur Henri IV. Comme nous le raconte Anne Comnène, il ressemblait tout à fait à son père par l'audace, la force, le courage et le tempérament indomptable. Sous tous égards en effet, il était la réplique de son père et l'image vivante de sa personne. Cela dit, d'aucuns nuancent un peu le succès de ses premières armes, comme Georgios Theotokis. Non, pas le premier ministre grec du XIXe siècle, le byzantiniste écossais. Celui-ci, dans sa thèse de 2010, The Campaigns of the Norman Dukes of Southern Italy against Byzantium, il soutient que Bohémond a quand même eu moins d'autorité que son daron et qu'il a dû réévaluer certains objectifs à la baisse. Mais en même temps, il faut être un peu indulgent, il faut bien démarrer quelque part. Et de fait, même si justement ce n'est pas facile de passer après un daron pareil, son efficacité militaire va quand même lui permettre de battre à plusieurs reprises celui qui sera l'ennemi de toute une vie, et qui est déjà à l'époque un général expérimenté ayant cassé du Normand, Alexis Ier, récemment devenu empereur de Constantinople depuis 1081, et qui n'a pas vraiment envie d'arranger les problèmes de famille de Guiscard en lui refourguant son empire ou un morceau de celui-ci, et qui du coup s'échine à virer ses deux squatteurs. Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp, je te tape! Et de fait, heureusement pour lui, cette campagne demeure un échec pour les Normands, et après ça, Robert étant mort, on voit donc Bohémond rentrer en Italie, où, dépourvu de toute terre, il se taille un fief au détriment de son demi-frère qu'il finira d'ailleurs, tout en demeurant son vassal, par surpasser en puissance dès 1089. C'est dire si l'autre est une tanche quand même. Le fait qu'il trouve pour tout ça des troupes est d'ailleurs éloquent, puisqu'il n'a pas de terre, ou très peu au début, cela signifie que ses troupes se sont ralliées à lui pour sa valeur militaire précisément. Enfin bref, c'est donc en qualité de puissant vassal de son demi-frère qu'on le retrouve en train d'assiéger la ville d'Amalfi en août 1096, avec son demi-frère et surtout avec leur oncle, Roger de Sicile. Or, c'est à ce moment-là, nous disent les chroniqueurs, qu'il apprend le départ des croisés vers Jérusalem, et que, se sentant envahi le cœur par l'Esprit Saint, il prend lui-même la croix, et découpe son riche manteau rouge en petites croix qu'il distribue à son entourage, avant de quitter le siège, avec tant de chevaliers fervents et pieux que le siège ne peut continuer. C'est sûr que c'est sympa pour le tonton et le demi-frère, du coup. Oh! Bah si on vous emmerde, vous prévenez! Bah oui, c'est un peu là que ça se passe, oui! Vous vous en doutez, cette image d'Épinal de Bohémond soudainement illuminée se discute. Déjà, il était forcément au courant des projets de croisade avant Amalfi. Il ne peut pas ne pas être au courant du concile de Piacenza en mars 1095, concile donc où les envoyés d'Alexis Ier sont arrivés pour demander de l'aide au pape, et il peut encore moins ne pas être au courant du concile de Clermont en novembre 1095. Cela dit, l'historien italien Raoul Mancelli croit qu'au contraire, Urbain II cherchait à éviter que les Normands n'apprennent l'existence de la croisade, histoire tout simplement de se les garder sous la main pour défendre le Saint-Siège. À ce moment-là, ça fait 30 piges que les Normands défendent occasionnellement le pape, et Robert Guiscard Ier, comme on l'a évoqué. Même si celui-ci a commencé ses rapports avec la papauté en collant une grosse branlée au pape Léon IX en 1053. Mais passons. Bref, sans doute donc Urbain cherchait-il effectivement à les écarter du projet, tout comme les Espagnols l'étaient aussi, vu qu'ils combattaient déjà les morts, et en ce sens, il est vrai qu'aucune véritable prédication de la croisade n'a eu lieu dans l'Italie du Sud. D'autres encore soutiennent que si c'est Pierre l'Ermite qui est bel et bien à l'origine de la première croisade, comme l'évoquaient dans leurs chroniques Albert d'Aix et Guillaume de Tyr, Pierre allant, selon eux, depuis Jérusalem informer le pape à Rome de son projet, il passe par Bari, et doit donc forcément informer Bohémond, puisque la ville lui appartient. Il n'est donc pas absurde d'imaginer qu'il a demandé le soutien de Bohémond, grand seigneur sud-italien, illustre rejeton d'une puissante famille, fils du protecteur du pape auprès duquel il avait donc sans doute une certaine influence. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Bon, après, ça peut aller encore plus loin. Certains, suivant le chroniqueur Guillaume de Malmesbury, pensent que tout est carrément manigancé par Bohémond lui-même.
il serait l'auteur des lettres envoyées par Alexis en Europe, notamment la fameuse lettre à Robert de Flandre, et surtout les envoyés d'Alexis au concile de Piacenza en mars 1095 pour demander de l'aide pour les chrétiens d'Orient, eh bien, ce seraient en fait des agents de Bohémond, le tout pour stimuler et lancer une expédition susceptible de conquérir l'Empire byzantin. Comme quoi le complotisme, ça date pas d'hier. Ça rejoint d'ailleurs aussi la théorie du chroniqueur Orderic Vital, comme quoi Guiscard, sur son lit de mort 10 ans avant la croisade, avoua avoir voulu conquérir Constantinople pour ensuite aller libérer Jérusalem, tâche dont, selon lui, après lui, seul son fils était capable. Bon, tout ça est farfelu, vous vous en doutez, mais ce genre de théorie est en fait révélateur de l'importance qu'eut Bohémond dans l'imaginaire collectif, et rappelle notamment surtout la propagande qu'il a mise en place à la fin de sa vie. Dites vous-même que certains chroniqueurs musulmans pensent que tout est parti des Normands d'Italie et de Sicile, notamment Ibn al-Athir qui raconte que lorsqu'un certain Baudouin vint proposer à Roger de Sicile, l'oncle de Bohémond, de mener une expédition sur l'Afrique du Nord, partenaire commercial de Roger, eh bien celui-ci, pour bien imager de façon très concrète le fait que cette idée était nulle et qu'il valait mieux à la place aller prendre Jérusalem ou ne rien glander, eh bien pour bien imager tout ça, il a lâché un gros paix. Parce que c'est la seule alternative que vous me proposez? Rien branler de la journée ou des concours de paix? Bref, ce qui demeure certain dans tout ce gloubi-boulga, c'est que Bohémond était forcément au courant et avait déjà entamé des préparatifs. Ce que même Franck Copane, pourtant pas si brillant que ça sur le sujet, pense aussi, et que certains indices appuient. Par exemple, vu qu'il part vers le 26 octobre, après donc avoir quitté le siège d'Amalfi fin août, ça veut dire qu'il n'a eu que 3 mois pour s'organiser, ce qui est beaucoup trop peu comparativement aux autres chefs, qui eux ont passé des mois à préparer leur expédition. Plus étonnant, lorsque Pierre l'Ermite débarque au même moment que le siège d'Amalfi à Constantinople, il croise des Normands de l'Italie du Sud. Alors, sont-ils restés depuis l'expédition de Guiscard et devenus mercenaires d'Alexis, comme c'était beaucoup le cas? Sont-ils des croisés normands indépendants partis avant Bohémond? Ou alors sont-ils des messagers de Bohémond, qui effectivement ne manqueraient pas de demander l'autorisation d'Alexis avant de traverser ces terres, sachant le sacré passif qu'ils ont en commun. Mieux encore, sachant qu'ils manquent d'hommes et que ce croisé coûte cher, 4 à 5 fois le revenu annuel d'un chevalier selon Jean Fleury, et beaucoup plus pour les chefs, Elisabeth Malamut, ou Malamu, je ne sais pas si le T se prononce, je vais essayer de faire un gloubi-boulga des deux tout au long de cette vidéo pour ne pas trop l'insulter du coup, mais bref, Elisabeth Malamut, auteure d'une merveilleuse biographie d'Alexis Comnène, pense elle, et c'est vrai que c'est cohérent avec la roublardise qu'on connaît à Bohémond, que s'il participe au siège d'Amalfi, s'il accepte de participer à ce siège, eh bien c'est précisément pour lever des effectifs pour la croisade, au détriment de son demi-frère, et surtout de son puissant oncle. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard? Quant à sa participation en elle-même, elle n'a rien d'étonnant. Jean Fleury pense que Bohémond et ses hommes, devant la nouveauté du concept de croisade, lui-même fruit d'une longue liste d'évolutions depuis l'apparition de la notion de guerre sainte, on avait un peu parlé de tout ça dans la vidéo sur qu'est-ce qu'une croisade, et bien devant la nouveauté de ce concept, ils se disent qu'ils peuvent très bien partir, je cite, à la conquête pour eux et à la reconquête pour Dieu de terres jadis chrétiennes, objectif qui à leurs yeux sacralise leur combat. Ainsi donc, malgré la nuance apportée par Urbain qui place la notion de pénitence comme condition sine qua non de la croisade, faisant la différence entre le nouveau croisé pénitent qui ne doit y aller que pour la foi et l'ancien chevalier de la guerre sainte qui pense aussi butin et conquête, Bohémond, comme beaucoup d'autres, n'en tient pas vraiment compte, soit parce qu'il ignore la nuance qui est encore trop récente, soit parce qu'il a fait son choix, tout simplement. Et pourtant, ça n'enlève rien à la sincérité de sa démarche de combattant de la guerre sainte. Jean Fleury, auteur de la dernière biographie française en date sur lui, qui date de 2007, d'ailleurs je crois même qu'en anglais aucune autre biographie n'a été écrite depuis, même s'il y a des bouquins qui ont été écrits sur la principauté d'Antioche, donc biographie que j'ai eu un mal fou à trouver puisqu'elle n'est plus éditée, eh bien Jean Fleury pense que pour comprendre Bohémond, il faut laisser systématiquement le plus ouvert possible l'éventail de ses dessins et de ses options, lui-même choisissant et s'adaptant au fur et à mesure, car, je cite, Bohémond n'est pas seulement un chevalier d'aventure, un soldat de Dieu et un Normand roué et habile, c'est aussi un animal politique. Il a toujours plusieurs fers au feu. Mais dans le même temps, malgré ces retournements de veste qu'on associe, il est vrai, difficilement à une piété sans faille, ces décisions n'en sont pas moins toujours compatibles à ses yeux avec le service de Dieu. Pour reprendre encore Jean Fleury, et Dieu sait que ça va arriver dans cette vidéo, la croisade représente pour Bohémond une entreprise guerrière qui concilie heureusement l'appétit de conquête de la chevalerie et l'idéal de guerre sainte prôné par l'Église.
Et c'est sûr que pour un gars comme lui, c'est l'occasion rêvée. De toute façon, ce qui compte, ici ou ailleurs, c'est de se bâtir une nouvelle réputation au sein d'une région qui nous tend les bras et de se donner tous les outils pour concrétiser nos ambitions. Bref, on le voit ainsi traverser les Balkans à la tête d'une armée qui ne lui est pas entièrement acquise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, notamment comme le pensent Flori et Malamute, parce que dans ses rangs, nombreux sont ceux qui l'ont combattu par le passé quand il essayait de se tailler un fief italien au détriment d'autres Normands. Et ça, c'est pas forcément négligeable. Mais pour en revenir à cette traversée, celle-ci est intéressante à étudier car révélatrice de ce que l'on a déjà commencé à aborder sur sa capacité d'adaptation. En effet, son armée met 5-6 mois à faire cette traversée, ce qui est énorme quand on sait comparativement que par la suite, les croisés vont faire Nice et Antioche en 4 mois. Alors pourquoi ? Parce que c'est un branleur paresseux, irrespectueux des injonctions de l'empereur, comme le dit Frankopan ? Non, définitivement, ta gueule, Frankopan. Tout simplement, selon Jean Flory ou Thomas Asbridge, spécialiste britannique de la principauté d'Antioche, eh bien tout simplement pour laisser voir venir. Déjà, il attend de voir comment Alexis va se comporter envers les autres chefs croisés, et en fonction de ça comme à son habitude, eh bien il s'adaptera. Mais surtout, sachant qu'il ravageait le pays 10 piges avant, avec la ferme intention de le détrôner, Bohémond la joue bien faux cul et envoie des lettres à Alexis pour voir quelles sont ses dispositions, pour tâter le terrain, tout ça. Sa Majesté a bien reçu ma lettre anonyme. Pourquoi faux cul ? Mais parce que dans le même temps, il attend de voir comment Alexis va interagir avec les autres chefs, et notamment avec Godefroy, qui le devance de peu, et qui, comme on l'a vu, s'embrouille avec l'empereur. Et que nous raconte Albert d'Aix ? Eh bien, que Bohémond écrit alors à Godefroy pour lui proposer d'aller camper ensemble un peu plus loin, avant d'assiéger Constantinople avec lui. Godefroy aurait alors pris la journée pour réfléchir, avant de refuser. Ça peut paraître vicelard et égoïste, mais ce faisant, Bohémond n'aurait pas forcément trahi son vœu de croisade pour autant, puisque devenu empereur, il aurait très bien pu aider la continuation de la croisade, sans avoir donc à remettre, comme ce fut le cas, sa vie et celle de ses hommes, aux Byzantins, en qui il n'avait pas confiance. Ça aurait même pu, qui sait, permettre à la croisade d'encore mieux réussir. Mais enfin si, soyons honnêtes, ça reste quand même un petit peu vicelard. Mais puisqu'Albert d'Aix est le seul à l'évoquer, à part vaguement Anne Comnène qui dit qu'Alexis demande à intercepter toute communication entre les deux chefs, on n'a souvent pas cru Albert d'Aix. Mais pourquoi ne pas penser qu'il dit vrai ? Le silence des autres chroniques, très largement dépendantes des Gesta Francorum, chroniques d'un Normand anonyme, chevalier ou clerc, il y a débat, en tout cas favorable à Bohémond, eh bien ce silence justement s'explique peut-être par le fait que ce Normand, dont le but est de mettre en valeur son maître Bohémond, ne va pas montrer des éléments défavorables à son maître. Or ça, c'est précisément défavorable à Bohémond, car ça ne va pas dans le sens d'un Bohémond fidèle serviteur de la croisade et d'Alexis pour le moment, ensuite trahi par un Alexis ne venant pas au secours des croisés à Antioche. Un message que veut massivement faire passer Bohémond, notamment à partir de 1105, quand il embarquera des copies des Gesta Francorum pour aller en Europe défendre son cas auprès des autres latins, copies bourrées de petits changements demandés par Bohémond à l'anonyme. Que ça a peut-être dû saouler un brin d'ailleurs. Ouais, apportez-les vous-même les modifications, moi j'en ai marre, hein. J'arrête. Allez. Et cette partialité des sources, qu'on a déjà constatée ailleurs à des niveaux différents, elle est ici poussée bien plus loin. J'ai déjà évoqué le concept de propagande normande, et c'est précisément ce que sont les Gesta. Et vu que bon nombre de chroniques s'inspirent directement et aveuglément des Gesta Francorum, je pense qu'on n'imagine même pas encore à quel point cette propagande a eu un impact vertigineux. De fait, Jean Flory soupçonne même l'auteur d'aller jusqu'à inventer des éléments pour justifier son récit et blinder la légitimité de Bohémond, puisqu'on ne retrouve pas ces éléments ailleurs et que ce sont des éléments qui traitent majoritairement de l'opposition Alexis-Bohémond ou de l'opposition byzantin-latin, comme par hasard. Et quand elle n'invente pas, les Gesta Francorum passent sous silence, notamment par exemple quand Bohémond est malade plusieurs fois, eh bien l'anonyme le tait parce que ça ne sied pas à un héros. Mais le problème, c'est que les Gesta, elles ont tendance aussi à taire des événements plus graves, comme par exemple les échanges à Constantinople entre le Normand et Alexis. Sans doute parce que ce à quoi Bohémond s'est engagé réellement sur le coup ne va pas aller dans son sens plus tard. Donc, si le but, est d'écrire un récit mettant en valeur les exploits, la droiture et la noblesse de Bohémond, autant effectivement ne pas montrer qu'il passe son temps à changer d'avis comme une girouette. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme aventure avec ça ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a prêté serment sans problème. Mais attention, ce n'est pas pour autant que ces premiers entretiens, teintés de fidélité et de bonne entente, doivent être lus comme une mascarade sous prétexte qu'on connaît la suite.
Encore une fois, il est plus probable que Bohémond s'adapte et soit donc sincère à ce moment-là, d'autant plus que le serment qu'il prête, il est sacré, ce que lui et Alexis savent très bien, et que lui aura potentiellement l'occasion de regretter plus tard d'ailleurs. Et de fait, Bohémond ne serait clairement pas le premier Normand à retourner sa veste pour se mettre au service de l'empereur, une position très avantageuse. Bohémond connaît le pays, il parle grec, il serait donc, et il le sera jusqu'à Antioche, un super interprète entre les croisés et Alexis, une position privilégiée parmi eux qu'il recherche et que souligne très bien Élisabeth Malamud. On le verra d'ailleurs chevaucher à travers l'Anatolie, aux côtés de Tatikios, avant d'aller installer devant Antioche son camp à côté de celui des 2000 Byzantins qui les accompagnent, et qui vont beaucoup les aider d'ailleurs. Et Alexis lui-même, qui a déjà connu un paquet de Normands versatiles, a sans doute cherché bel et bien à se payer ses services. Comme le dit Malamute, Alexis avait l'habitude des chefs normands, et il a probablement envisagé de confier à Bohémond une très grande charge militaire, qui aurait eu l'avantage de faire de son homme de confiance un chef respecté des croisés. Bon, le tout évidemment en restant circonspect, Alexis n'est pas resté empereur en étant naïf, donc de fait il le couvre de cadeaux, mais tout en refusant d'aller trop loin, en lui offrant par exemple le titre de grand domestique d'Orient, un poste militaire énorme que Bohémond demande, tout simplement parce que ce serait trop risqué. À la tête à la fois, entre guillemets, des croisés et des forces byzantines d'Anatolie, Bohémond pourrait le renverser. Aussi Alexis ne le lui refuse pas pour ne pas le vexer, mais n'accepte pas pour autant, lui laissant toutefois miroiter que ce serait possible dans le futur. Il pense ainsi, entre cadeaux, promesses et serments, avoir acheté le Normand, ses services et sa fidélité. Avantage qu'il cherchera d'ailleurs à rappeler par la suite. Aurions-nous par hasard oublié un gentil minime et pourtant si crucial léger petit détail? On dit aussi qu'il lui offre en échange de son serment une terre au-delà d'Antioche, chose souvent remise en question par les historiens, comme faisant partie de la propagande normande postérieure, mais pas nécessairement, selon Jean Fleury. Alexis peut très bien lui avoir promis ça pour constituer des états tampons entre lui et le monde musulman, typiquement en l'occurrence entre Antioche et Alep. Le problème qu'il n'avait pas anticipé, c'est que cette promesse allait aussi servir de justification aux Normands quant aux futurs problèmes d'Antioche. Et le fait, souligné par les historiens doutant de l'authenticité de la promesse, que la formulation de cette promesse au-delà d'Antioche, que cette formulation soit floue, ça peut très bien être volontaire en fait, que ce soit de la part de l'anonyme pour masquer les paroles d'Alexis, certes, mais pourquoi pas aussi d'Alexis, pour ne pas faire de promesses trop concrètes, ou de Bohémond, pour garder une certaine latitude par rapport au véritable déroulé des faits. Toujours est-il que plutôt que d'anticiper, sous prétexte qu'on connaît la création de la principauté d'Antioche ensuite, il vaut mieux croire que Bohémond, avec ses formidables capacités d'adaptation habituelles, est bien le plus fidèle soutien d'Alexis en 1097, et lui prête, selon Malamute fondant sa réflexion sur un traité postérieur dont nous reparlerons longuement, il lui prête le serment le plus contraignant qui soit. Ce serment, c'est celui d'homme-lige, qui signifie en gros que Bohémond fait passer toute autre obligation au second rang, sans doute même la croisade du coup. Ça signifie aussi qu'il ne peut recevoir d'ordre d'aucun autre seigneur, et qu'il doit lui-même lui obéir à ses propres dépens. C'est pour ça que je disais qu'il va peut-être regretter d'avoir prêté un serment pareil. D'autant plus que ses petits potes les croisés pourront même pas l'aider. Libérez-vous de lui. Libre. Il ne sera plus jamais libre. Non. À terre. Chien. Car en effet, selon Malamute toujours, il y a raison de croire qu'il a fait ça secrètement, pour ne pas se mettre les croisés à dos, car il l'aurait sans aucun doute vu d'un très mauvais œil, notamment sa propre armée, très défiante envers Byzance, et ses lieutenants aussi, ça on y reviendra avec Tancrède. Et il y a raison donc également de croire qu'il est ensuite revenu sur ce serment parce que ça lui rendait bel et bien la vie de plus en plus impossible pendant le siège d'Antioche. Tout ça on y reviendra. Malamute le résume très bien. Bohémond, allié jusque-là à Tatikios et aux forces byzantines, le plus fidèle représentant de l'empereur parmi les chefs croisés depuis Constantinople, qui avait chevauché avec ses guerriers normands aux côtés des Byzantins à travers l'Asie mineure, sentait la situation lui échapper. Mais bref, avant donc de voir en quoi Antioche va être un tournant par rapport à cette fidélité byzantine, il a donc prêté serment et encourage même les suivants à en faire autant, notamment Raymond qui s'y refuse. Le voilà donc devenu un fervent soutien d'Alexis, promettant même de se ranger derrière lui face à Raymond si conflit ouvert il doit y avoir. Gros faillot. D'ailleurs, beaucoup d'historiens ont dit qu'il était douteux qu'Alexis ait voulu faire de ses barons occidentaux ses vassaux, un phénomène plutôt occidental. Mais finalement, c'est pas si incohérent que ça, car comme le disent Malamute et Fleury,
À l'époque, la vassalité n'implique pas forcément le don de terre, mais simplement un échange, que ce soit de rentes, d'hommes, de matos, de bouffe, etc. Or, vu que la politique byzantine à l'époque, à l'égard des barbares comme il les appelle, selon un conseil véritable d'Alexis lui-même à son fils Jean, vu que cette politique, elle consiste à bourrer la bouche des barbares avec de l'or parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, si en plus ça colle avec leur tradition vassalique... Tiens, prends ça pour la bouffe, c'est un contre. Et si ton job c'est la charité, ben ça te fera une bonne occasion de la mettre en pratique. Hein? On peut donc en effet supposer avec Malamute que les cadeaux somptueux offerts par Alexis au chef sont justement cet échange, ou que la promesse d'aide, de ravitaillement, de guide, etc. pour la suite des opérations est cette rétribution. Et Dieu sait que les croisés vont en avoir besoin. Bohémond le Ier d'ailleurs, ce qui a sans doute aussi motivé son serment, puisqu'il manque de thunes, et a l'un des plus petits contingents de la croisade, avec 2500 à 3500 gonzes, dont 500 chevaliers pour Théotokis, voire 4000 au total pour Malamute. Néanmoins, Théotokis ajoute que malgré sa taille, c'est sans doute la meilleure de toutes les armées rassemblées, notamment parce que les Normands sont à l'époque les meilleurs chevaliers. Ce sont sans doute eux qui ont inventé la charge de cavalerie frontale garnie de lances, ensuite reprise par toute la chevalerie européenne, et ce sont eux qui, les premiers a priori, ont créé des élevages de chevaux de guerre en Europe. Merci à Monsrap sur le champ pour cette information d'ailleurs. En plus, ici, tous sont des vétérans, ayant combattu des Lombards en Italie, des Byzantins dans l'Italie et dans les Balkans, des mercenaires turcs et pétchénègues, les anglo-saxons d'Alexis dans les Balkans également, ou encore les Arabes en Sicile, ce qui représente donc autant de façons différentes de se battre, et donc autant d'expérience en plus. Parce que selon d'où ils viennent, c'est pas tout à fait la même tactique, figurez-vous. Donc ils sont pas nombreux, mais c'est pas la taille qui compte. Et entre ça et le fait que Bohémond parle grec, ce qui est sans doute le seul des grands barons à pouvoir faire, eh bien lui et ses Normands vont vite se rendre indispensables grâce à leur expérience inégalée. Et typiquement, on voit dès après le départ des croisés pour Nicée, Bohémond s'occuper avec Alexis du futur ravitaillement de la croisade, sauvant d'ailleurs les croisés de la famine devant Nicée. Oui, je sais, la dernière fois j'avais dit que c'était Raymond qui s'occupait de ça, mais comme le souligne Flory, qui écrit quand même globalement 47 ans, 48 ans après le bouquin des époux Hill, eh bien c'est principalement Anne qui insiste sur la présence du Provençal en dernier à Constantinople. Or celle-ci, elle écrit beaucoup plus tard, et elle a sans doute plus la suite en tête, la trahison de Bohémond à Antioche, le soutien de Raymond, etc. Qui plus est, argument indéniable, Raymond quitte Constantinople 3 jours après Bohémond, certes, mais parce qu'il doit encore à ce moment-là faire traverser le Bosphore à son armée, alors que celle de Bohémond elle est partie depuis longtemps. Il y a donc lieu de penser que Raymond avait d'autres chats à fouetter sur le coup que de discuter avec Alexis, et que Bohémond à l'inverse est resté jusque-là pour mieux organiser la suite, et non pas juste pour faire du tourisme, aussi belle que Constantinople puisse être. Surtout quand on a envie de mettre la main dessus. Rendez-vous compte de la magnificence de ces colonnades. L'imposant ne le dispute-t-il pas à la majesté? Non mais non! Non? Non mais vous pouvez pas rester une demi-heure sur chaque baraque! Après, Bohémond n'est pas le seul à se la jouer pro-byzantin à ce moment-là. Tous sont très contents d'évoluer dans ce cadre byzantin de la croisade, jusqu'à Antioche, et sans doute même après, vu les réticences qu'auront certains à violer irrémédiablement leur serment envers Alexis, en ne lui rendant pas Antioche. Et quand je dis ça, je ne parle pas de Raymond, je parle des autres. Logique donc de trouver dans les premiers mois de la croisade une véritable cohésion autour de la foi, entre latin, byzantin, arménien, etc. Isabelle Auger notamment, dans son bouquin Byzantin, arménien et franc au temps de la croisade, a beaucoup insisté sur cette identité de foi commune qui est souvent mise en avant dans les chroniques, notamment lors des situations de conflit, ce qui est donc bien la preuve de son importance aux yeux de tous. Et oui, malgré la défiance réciproque, le latin étant confronté à l'inconnu et le byzantin à une multitude en armes, les deux doivent apprendre à se faire confiance et à se connaître, car au fond, par cette foi commune, ils sont frères. Mais enfin, il y en a quand même un qui est un peu plus raffiné que l'autre. Hein. Toi, mon bourg, tu es une sale trogne. Toujours dans ce sens, il ne faut pas non plus, selon Jean Flory, prêter aux croisés une conception dualiste du sort des villes libérées, à savoir ville qui redevient byzantine ou ville qui devient latine, mais sans doute un mélange des deux, que leur serment et leur statut n'excluaient pas d'ailleurs. Comme il le dit lui-même, les croisés souhaitaient donc tout naturellement être en quelque sorte associés à la tenue des cités et régions stratégiques conquises. Cette seigneurie commune, cette codomination, pouvait être réalisée en plein respect des accords de Constantinople, dans le cadre de la vassalité précisément, fût-elle transitoire et non pérenne. Il insiste d'ailleurs en ce sens sur l'exemple parfait de Pierre d'Aupes ou Pierre d'Alifa, un chevalier qui a tout fait.
Chevalier d'origine provençale, a priori, il est ensuite parti faire la campagne des Balkans avec Robert et Bohémond, puis pendant cette campagne il est passé au service d'Alexis, avant ensuite de rejoindre la croisade à Constantinople, où là, on va carrément lui confier une des villes libérées en Anatolie, Placentia, enfin Plaisance quoi. Exemple parfait, comme le dit encore Fleury, d'une fidélité multipolaire mais intégrée, à l'empereur certes, mais aussi au chef de l'armée de Dieu qui va conquérir le Saint-Sépulcre. Ceux-ci étant eux-mêmes vassaux d'Alexis, cela ne lèse en rien l'Empire et nulle protestation ne survient de quelque côté que ce soit. D'ailleurs, même la double expédition cilicienne de Baudouin et Tancrède ne s'interprète pas nécessairement comme une volonté égoïste de ces deux-là de s'approprier des terres, mais ça peut plutôt s'interpréter comme une volonté d'organiser la croisade, à l'initiative de Godefroy pour Baudouin et de Bohémond pour Tancrède, voire à l'initiative générale d'un conseil des barons. Pourquoi faire ? Eh bien pour protéger le flanc de l'armée, pour prévoir des forteresses servant de base arrière pour se ravitailler, voire au cas où pour se replier lors du siège d'Antioche à venir, pour accueillir des renforts venus par la mer ou même juste tout simplement pour nouer des relations avec l'élément arménien local. Même si là-dessus, Baudouin semble se montrer un petit peu plus prétentieux. Voire raciste, même si le terme et la notion sont complètement anachroniques. Sois rassuré, je suis là maintenant. Mais je suis avant tout ton ami. Merci Sidi. Pour Fleury, ces bases arrières sont indispensables pour le siège d'Antioche à venir, sur lequel, il le rappelle, les chefs ne sont pas du tout d'accord. Si Raymond préconise un siège, après avoir envoyé en éclaireur 500 chevaliers tenter de s'emparer en soum-soum de la ville dans une opération éclair, ce qui a probablement beaucoup saoulé Bohémond d'ailleurs, eh bien Bohémond et Tatikios, eux, qui sont encore très liés à ce moment-là, préfèrent et proposent d'attendre les renforts de l'empereur, voire l'empereur lui-même, dans ses forteresses voisines, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ainsi donc, Bohémond semble toujours, au début du siège, être dans le camp byzantin. Enfin, il campe à côté du camp byzantin, mais vous m'avez compris. Qu'est-ce qui a donc bien pu provoquer sa rupture subite avec l'Empire ? Eh bien, pour citer Brouwer, sans doute le fait que c'était un remarquable politicien. La ruse et la souplesse dont il faisait preuve dans ses rapports avec les hommes lui avaient acquis la sympathie de plusieurs des chefs, au contraire de Raymond. Or en effet, si on suit Malamu, Bohémond, sentant son serment lui peser et sentant qu'il devient de plus en plus indispensable et populaire parmi les croisés, grâce notamment à ses victoires contre Doukhak et Ridwan, même si on soupçonne une fois de plus l'anonyme d'avoir exagéré son rôle face à Ridwan, eh bien Bohémond, devant tout ça, s'est sans doute dit qu'il n'avait plus besoin de se la jouer fidèle serviteur de l'empereur, mais qu'il pouvait commencer à envisager de jouer sa propre carte. Sans que ça n'éveille en lui de profonds scrupules, je pense. Oh putain, je suis un traître. Je suis un traître. Si on suit Fleury, c'est un peu plus complexe. Sa popularité certes a grimpé, mais son effectif, ses chevaux et ses ressources ont fondu, ce qui peut dangereusement impliquer que ces hommes se barrent pour bosser pour quelqu'un qui, lui, pourra encore les entretenir. En effet, à l'époque, les hostes sont moins ethniquement séparés qu'on ne l'imagine spontanément, et les hommes suivent leur chef tant que celui-ci peut pourvoir à leurs besoins, pas juste parce que ils viennent du même bled. Bref, ce manque de moyens suscite les scènes de chantage au départ qu'on a déjà évoquées chez Bohémond, mais qui sont sans doute plus sincères qu'on ne l'a cru. Elles sont d'ailleurs peut-être moins une volonté de rentrer en Italie, chose difficilement envisageable, qu'un simple rappel du plan byzantino-normand de se retirer dans les forteresses environnantes pour attendre les renforts, et ainsi arrêter un siège aussi peu efficace qu'il est désastreux pour eux, siège qui n'a été proposé que par Raymond de Saint-Gilles. C'est d'ailleurs face à ce chantage, selon Fleury, que Raymond propose alors de créer la fameuse caisse commune pour acheter des chevaux, afin de maintenir le siège tout en pourvoyant aux besoins des hommes, notamment en montant des expéditions de ravitaillement. Et du coup, pour prouver qu'il a raison de vouloir assiéger la ville. Fleury ajoute d'ailleurs que cette caisse, contrairement à ce qu'on a pu dire, elle n'est là que pour ces Provençaux, pas pour les autres chevaliers. Tant pis pour l'entraide. C'est sûr qu'avec ça, on se rapproche un petit peu plus de l'image du vieux banquier avaricieux de la croisade qu'on a essayé de démonter la dernière fois, que de celle qu'on a essayé de construire du chef inavoué de la croisade. Ça c'est mon or. Et mon or c'est mon argent. Voilà. J'ai pas besoin de bouffer. Aussi le siège continue-t-il malgré les avis de Bohémond et de Tatikios. En revanche, quand Bohémond commence à voir monter la colère des croisés à l'égard des Byzantins, qui jusqu'ici n'ont justement pas envoyé autant d'aide que les Latins l'espéraient, et sachant que lui-même, en tant qu'allié des Byzantins, commence à avoir un peu peur d'avoir mauvaise presse auprès des croisés, il se met à la jouer plus finement.
Aussi met-il en garde Tatikios contre un complot contre lui, qui effectivement ne serait pas incohérent à imaginer vu la rudesse du siège et la rancœur des croisés, poussant donc le Byzantin à partir, mais avant ça, il va lui remettre les villes libérées de Cilicie, preuve indéniable de la confiance que Byzance a encore en Bohémond et en sa fidélité à l'Empire. Et à partir de là, selon Fleury, Bohémond est gagnant sur les deux tableaux. Si Tatikios revient bel et bien apporter du renfort et du ravitaillement, Bohémond serait alors plus que jamais le plus fidèle allié de l'empereur, pouvant légitimement espérer une récompense pour avoir gardé les terres byzantines en son absence. Et s'il ne revient pas, Bohémond peut amplement retourner sa veste, se présenter en pire ennemi des Byzantins et sauveur absolu des croisés, fondant la légitimité de cette palinodie, c'est un mot de péteux pour dire retournement de veste, fondant la légitimité donc de cette palinodie sur la trahison des Byzantins, trahison qui du coup l'affranchit de sa part du serment, puisque l'empereur n'a pas respecté la sienne. Malin, hein? Ouais, que ça serait pas mal. Mais c'est vous qui avez manigancé tout ça? Parfaitement. Les coups de génie, j'ai pas besoin qu'on me les souffle. D'ailleurs, aparté, c'est vrai que la vidéo est pas assez longue comme ça, enfin, cela dit, cet aparté est éloquent par rapport à ce qu'on évoquait de la propagande normande, c'est vers ce moment-là qu'a lieu un événement important, mais probablement faussé dans ce qui nous a été transmis de cet événement, et donc ce qui a sali un personnage que Jean Flory a passé une bonne partie de sa carrière à tenter de réhabiliter, Pierre l'Ermite, et sa fameuse fuite du siège d'Antioche. En effet, cette source évoque cette fuite de Pierre l'Ermite avec Guillaume de Melun, tous deux ne supportant plus les rigueurs du siège, avant d'être rattrapés par la pollution par Tancrède. Irrévocable, me direz-vous. Oui, mais si on considère que 5 de ces sources s'inspirent de la 6e, l'anonyme normand comme par hasard, et que Pierre Tudebode, la 7e, est parfois si proche de l'anonyme qu'on suppose qu'ils ont tous les deux eu dans les mains un même texte, aujourd'hui disparu mais antérieur, eh ben c'est plus douteux d'un coup. En effet, Raoul de Caen, chroniqueur de Tancrède, est donc mieux placé que les autres pour savoir ce que celui-ci a fait, même si lui-même n'est arrivé en Orient qu'en 1108, raconte que Tancrède a bel et bien ramené Guillaume de Melun, là-dessus on est d'accord, mais pas Pierre, non, un autre noble, Guy le Rouge, membre important de la cour du roi de France Philippe Ier. Roi de France auprès duquel Bohémond ira chercher de l'aide en 1105, avec des copies des Gesta Francorum de l'anonyme, qui ne peut donc pas raconter qu'un des proches de ce roi de France s'est barré pendant la croisade. Aussi Bohémond a-t-il sans aucun doute demandé à l'anonyme de modifier le texte une fois de plus, cette fois-ci au détriment du vieux Pierre l'Ermite. Vous allez pas encore changer? Comment ça? Mais ça fait 3 fois depuis tout à l'heure. Moi je suis parti avec un vieux, là c'est bon maintenant. Bref, Bohémond réussit ensuite à entrer dans la cité grâce à Firouz, on s'en souvient, après 1001 ruses, parfois peu avérées, comme le coup de faire cuire des Turcs à la broche pour faire flipper les autres par exemple, chose douteuse non seulement parce que racontée uniquement par Guillaume de Tyr, qui écrit plus de 60 piges après quand même, mais aussi parce que c'est un lieu commun des chroniques médiévales à l'époque. Le Normand Roger de Tony, par exemple, aurait prétendu appliquer cette technique en Espagne en 1018. Une sorte de passion-cuisson, quoi. C'est d'autant moins avéré que Bohémond semble particulièrement respecter les autochtones, notamment les Turcs et les Arméniens, essayant de se mettre bien avec eux et surtout de les épargner, afin de vivre en bonne entente avec dans sa future principauté. Du moins, c'est ce que nous dit Jean-Yves Marin, archéologue. Je cite: « Son estime pour les Turcs est indéniable, comme l'atteste à plusieurs reprises l'auteur de la chronique demeurée anonyme, dont nous savons qu'il servait sous les ordres de Bohémond et qu'il partageait ses vues. Le prince normand essaiera sans grand succès de sauver les musulmans du massacre après la reddition des villes assiégées, je pense qu'il fait référence à Maharat. On retrouve là cette tradition de collaboration et de tolérance qui avait si bien réussi en Sicile, mais que la fureur guerrière des barons du Nord ne permit pas de rééditer. » Bon, je pense que ça se discute, mais à mon sens il y a quand même un petit peu de vrai. Après on connaît la suite. Enfin vous me direz qu'on connaissait déjà tout ce qu'on vient déjà d'évoquer. Bref, les croisés sont assiégés par Kerbocha, Bohémond fout le feu à une partie de la ville, bizarrement plutôt du côté des Provençaux, pour stimuler les troupes, mais perd tout de même de l'importance en tant que chef charismatique au profit de Raymond dont les hommes découvrent la Sainte-Lance, un fait si marquant pour l'histoire de la croisade que pour le coup, l'anonyme n'a même pas tenté de le gommer dans sa chronique pro-Bohémond. Heureusement pour celui-ci, cela dit, Raymond tombe malade, ce qui va coûter cher à son prestige, puisque comme on l'a vu, les croisés vont confier à Bohémond le soin de les mener face à Kerbocha. Même si les époux Hill, on l'a vu aussi, pensent plutôt que Raymond reste à l'arrière pour faire face à la citadelle, parce que il est meilleur à l'arrière tout simplement. Ainsi donc, Bohémond reprend la première place, devenant non seulement celui qui a repoussé Doukac, voire Ridouane, mais aussi désormais Kerbocha,
après avoir trouvé le moyen d'entrer dans la cité, et avant, comme on l'a vu, de se faire remettre la citadelle, malgré la petite tentative de Raymond de s'en emparer pendant son absence. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Malheureusement, à partir de là, en plus de cette dualité Bohémond-Raymond, le fossé se creuse, pour reprendre la distinction qu'on évoquait tout à l'heure, entre les petits, qui accomplissent un pèlerinage pénitentiel vers Jérusalem, et les chefs, qui mènent une guerre sainte de conquête et de reconquête. Si ceux-ci, par exemple, en effet, se mettent tous d'accord pour faire une pause, eh bien, il n'est pas sûr que les pèlerins, eux, le veulent. Mais surtout, au-delà du bien fondé de cette pause qui, de fait, s'avère indispensable, le problème d'Antioche se pose tellement qu'on ne peut pas avancer avant de l'avoir résolu. Du moins pour les chefs, qui sont encore hésitants sur le respect à apporter à leur serment. Pour les pèlerins, c'est tranché, hein. Alexis, c'est bel et bien un traître, et Bohémond, et surtout Tancrède, on le verra, sont leurs héros. Bref, on connaît le gloubi-boulga qui s'ensuit, la situation s'enlisant pendant des mois, tandis que les chefs conquièrent des petits bouts de terrain par-ci par-là, au plus grand mécontentement des croisés qui, eux, veulent bouger vers Jérusalem. Tout ça nous est raconté, pas toujours honnêtement évidemment, par l'anonyme notamment. Je ne vous fais pas le détail, mais tous ces petits arrangements sont passionnants à étudier. Je pense qu'on en parlera d'ailleurs un petit peu plus dans la vidéo sur les chroniqueurs qui doit clôturer ce cycle de la première croisade. Si vous saviez comme j'ai pas envie de finir, sans déconner, si vous saviez ce que tout ça représente pour moi désormais, ça fait des années que je l'étudie, c'est chaud en vrai. Comment reprendre le cours de son ancienne vie? Comment continuer lorsque dans son cœur, on commence à comprendre qu'on ne peut plus retourner en arrière? Bref, il est d'ailleurs intéressant de noter, comme l'a fait Jean Flory, qu'à cette période, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois sur Raymond, eh bien celui-ci, pourtant fervent défenseur des droits byzantins, est le premier, à Albara, à mettre en place un évêque latin. Hein. Donc, quand je vous disais de prendre les hypothèses des époux Hill avec des pincettes, voilà. La suite on la connaît, Raymond finit par reprendre le chemin de Jérusalem, montré du doigt par certains, dont l'anonyme évidemment, comme celui qui a encore cherché à ralentir la croisade, alors qu'objectivement il a quand même plutôt l'air de l'avoir fait avancer. Tandis que Bohémond, lui, toujours plus porté sur la guerre sainte de conquête que sur le pèlerinage, fait d'abord mine de suivre Godefroy et Robert de Flandre qui sont les derniers à partir, avant finalement de totalement rebrousser chemin pour rentrer à Antioche, officiellement pour assurer les arrières de tout le monde. Ce qui est assez rigolo, c'est que la plupart des chroniqueurs ne remettent pas en question cet abandon de la croisade, et louent carrément cette action. D'ailleurs, remarque personnelle, ça n'est pas forcément incohérent, puisqu'on peut imaginer que la plupart des chroniqueurs savent qu'ils doivent en partie leur survie à l'égoïsme, entre guillemets, de Baudouin ayant fondé tout seul son comté à Édesse. Édesse, dont Kirbocha a fait ensuite le siège pendant 3 semaines, avant de venir à Antioche, perdant donc ainsi 3 semaines que les Francs, eux, ont mis à profit pour rentrer dans la ville et ainsi éviter de se faire écraser contre la muraille par les Turcs. Donc si Bohémond reste à l'arrière, ça n'est pas plus mal non plus, et tandis que son rival et ses pairs s'en vont gaiement vers le sud, eh bien il voit également les accompagner Tancrède. Et du coup, on a souvent dit comme Runciman, même si ce n'est pas sûr, on verra ça la prochaine fois dans la vidéo sur Tancrède, qu'il y allait pour surveiller les intérêts de son oncle dans la poursuite de la croisade, dont lui-même n'a désormais plus grand chose à carrer. Bon, allez, retournez-y, vous. Encore nous? Oui, pourquoi? Vous êtes fatigué? Du tout, mon oncle. Nous nous montrerons dignes de cette quête. Voilà. De toute façon, vous vouliez pas y aller, vous? Comment ça? Vous-même, vous teniez pas absolument y aller? Bah, c'est pas que j'y tiens pas, mais... Vous voulez y aller? Ah non. Bon, voilà. Bah, allez-y, vous. Bref, le neveu parti à l'aventure, qu'on a déjà pas mal décrite, même si on reviendra sur certains détails la prochaine fois, nous voilà avec le tonton qui va pouvoir désormais se concentrer pleinement sur la création de sa principauté, même si le terme principauté n'est sans doute pas encore présent dans son esprit. On y reviendra. Cette création, cela dit, ne va pas être si facile que ça, car comme le dit Thomas Asbridge dans The Creation of the Principality of Antioch, le fait qu'Antioche ait été byzantine jusqu'en 1084 non seulement oppose ses princes aux empereurs, mais aussi contraint la principauté elle-même dans sa forme et son administration à cause justement de ses récents antécédents grecs, qu'il ne va pas être facile de concilier, de marier avec les conceptions latines que vont apporter les Normands. Ce qui par exemple n'était le cas ni à Tripoli ni à Jérusalem, où il était donc beaucoup plus facile de manœuvrer. Ça ne va donc pas forcément être aussi facile que prévu pour ces Normands qui sont définitivement de plus en plus loin de la Manche. Je le verrai vers ma Normandie. Die, 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 die. Non, Samuel, pas die, 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 si Froncy, la France.
Mais il n'était pas non plus complètement en terrain inconnu, comme le dit très justement Claude Cahn. Je cite. Il connaissait un peu l'islam, et pour avoir été pendant 3/4 de siècle en rapport alterné de guerre et de diplomatie avec l'Empire byzantin, pour avoir eu des sujets amalfitains commerçant avec la Méditerranée orientale et des frères normands mercenaires dans les armées byzantines, ils avaient une idée assez précise de la politique et des territoires grecs. Il n'est pas impossible que Bohémond ait connu d'avance un peu les terres sur lesquelles il allait étendre sa domination. Malheureusement, difficile de parler de leur début, car on ignore beaucoup des premiers mois de la jeune principauté, les sources ne laissant que peu de traces. L'anonyme, par exemple, a lui suivi la croisade, probablement avec Tancrède, et son récit s'achève avec le retour des chefs vers le nord après Ascalon, tout comme celui de Pierre Tudebode. Il faut donc faire 100. De ce qu'on peut imaginer, il est probable que Bohémond ait plus ou moins récupéré toutes les forteresses occupées par les autres croisés pendant la pause de 1098-1099, soit parce que les garnisons ont suivi le mouvement de la croisade, soit parce que Bohémond leur a judicieusement rappelé que toute seule au milieu du monde musulman, sans son appui, ça allait être chaud. Viens avec moi si tu veux vivre. On sait également que l'ambassade byzantine partie rejoindre les croisés à Arca pour leur proposer d'attendre l'empereur passe d'abord par Antioche pour demander la ville à Bohémond. Mais elle ne semble pas réussir à le trouver, bizarrement. Mais enfin, il est poli, il répondra quand même, en envoyant une lettre. Pour dire merde. La suite, on la connaît. Il profite de l'arrivée en septembre 1099 de Dimbert pour renforcer le siège de Laodicée qu'il mène depuis un mois. Laodicée qui, on l'a vu, menace beaucoup sa précaire installation normande. Débarque ensuite Raymond, qui est si furieux de ce siège que les Normands et les Provençaux vont manquer littéralement de s'affronter dans une bataille rangée avant d'être réconciliés in extremis par Dimbert. D'ailleurs, la participation de Dimbert au siège n'est pas forcément tant une filouterie que ça. Quand le gars arrive, il apprend que Jérusalem est prise, et donc que la croisade est terminée, donc qu'il n'est plus légat, donc qu'il ne sert plus à grand chose sur place, et qu'il n'a pas de légitimité particulière. Ce qui nous poussera d'ailleurs à sauter sur l'occasion de devenir patriarche de Jérusalem pour en retrouver un petit peu. Il est donc moins un filou qu'un gars qui essaye de se débrouiller, donc oui, non, finalement ça revient au même. Apparemment d'ailleurs, l'historien Michael Matzke l'a pas mal réhabilité, faisant de lui un grégorien convaincu cherchant à obtenir l'union des églises sous la direction de l'église romaine, s'appuyant pour ça sur les Normands, défenseurs traditionnels du Saint-Siège. Et tout ça, il l'a écrit dans son ouvrage Tribert von Pisa, zwischen Pisa, Papst und Erstem Kreuzzug. Mais je ne parle pas l'allemand, donc je ne pourrais pas vous en parler, puisque je ne l'ai pas lu. Oui, ça revient souvent, hein. Das ist gar nicht möglich. Oui, ça je ne peux pas vous dire, je ne vois pas. Bref, après ça, bras dessous, nos comparses descendent achever leur pèlerinage vers Jérusalem en compagnie de Baudouin, comme on l'a vu, Dimbert devenant patriarche et donnant son investiture à Godefroy, mais aussi à Bohémond. Celui-ci en profite d'ailleurs pour promouvoir certains religieux qu'il a embarqués avec lui, qu'il va pouvoir ensuite placer comme évêque dans sa principauté, notamment le futur patriarche latin d'Antioche, Bernard de Valence. Le tout, évidemment, afin de mieux asseoir son pouvoir et celui des latins en général dans ces territoires. À ce propos, Matzke, comme Flory d'ailleurs, préfère plus que théocratie le terme de dépendance spirituelle, l'investiture traduisant la notion de l'affirmation de la dépendance du pouvoir temporel des princes envers l'autorité religieuse du patriarche. Ce à quoi Flory ajoute tout de même que si le terme théocratie est peut-être un petit peu trop excessif, l'idée n'est pas totalement fausse non plus. Oui, donc tout le monde s'en fout. On continue alors. Après, cette histoire d'investiture, elle n'est évoquée, je crois, que par Fouché de Chartres. Donc allons savoir. Mais en même temps, ce silence des sources, justement, il peut très bien traduire, tout simplement, la répugnance des barons, notamment Godefroy et ses barons, puis Baudouin de Boulogne, à reconnaître la primauté du spirituel sur leur pouvoir, primauté dont ils avaient pourtant concrètement besoin. Mais Bohémond, lui, au contraire, il s'en réjouit, car il sort ainsi un peu plus du giron byzantin et prend son indépendance. Car comme le dit Claude Cahn, car oui, j'ai appris qu'on dit Claude Cahn, si la vassalité de Godefroy diminuait son pouvoir, celle de Bohémond consacrait le sien. À partir de maintenant, au refus de reconnaissance byzantine, il pouvait opposer une autre légitimité, l'investiture solennelle de l'église romaine, qui, le cas échéant, lui procurerait l'aide de ses fidèles. En gros, sachant qu'Alexis risque de frapper très fort, Bohémond cherche à jouer l'immunité. Attention! Outrage à magistrat, ça peut chercher 2 ans. Mais cet événement nous permet d'aborder surtout un aspect très important. Certains, comme Grousset et Runciman, soutiennent que c'est au moment de cette investiture
que Bohémond prend le titre de princeps, mais rien n'est sûr. Même s'il est probable qu'il l'utilise bien avant 1105, eh bien, on n'en a aucune trace réelle. Asbridge soutient bien qu'il se faisait déjà appeler comme ça en Italie, mais en tant que prince fils de Robert Guiscard, pas expressément en tant que prince de Tarente, ce qui n'a pas du tout le même sens. Car oui, ce titre de princeps n'est pas du tout anodin. En effet, c'est un titre que les Normands ont appliqué en Italie, notamment à Salerne, et qu'ils ont eux-mêmes emprunté aux Lombards. Sa particularité étant qu'il implique une complète indépendance à l'égard des autres pouvoirs temporels et la juridiction totale d'une région, sans exclure évidemment la fidélité à l'Église. Donc pour Bohémond, c'est encore un pas de plus vers l'autonomie par rapport à Byzance. Un pas de plus qui est effectivement assez cohérent à placer après cette investiture. Mais s'il ne l'utilise pas encore ce titre, comment l'appelle-t-on du coup ? Eh bien, Raoul de Caen, mentionnant l'époque où Raymond possédait encore une partie d'Antioche, les désigne alors comme semi-prince, et Albert d'Aix le dit seigneur et avoué de la ville, donc seigneur du bled et protecteur de son patriarcat, puisque la notion d'avouerie n'a plus de secret pour vous, bien évidemment. Peut-être éventuellement se fait-il aussi appeler serviteur du Christ, comme Tancrède après lui, mais toujours est-il qu'on ne sait pas comment se fait appeler Bohémond. Je me suis même demandé si vous deviez pas m'appeler Vieille Branche, mon petit pote, ou Canaillou. Canaillou, honnêtement, je le sens pas trop. Non, moi non plus. Ensuite, une fois rentré à Antioche avec Baudouin, après un bref affrontement contre Doucac près de Balbec d'ailleurs, eh bien, il parachève l'éviction de la tutelle byzantine sur Antioche, exactement comme ses parents normands l'avaient fait de la tutelle byzantine en Italie. Comment ? Eh bien, en virant carrément d'Antioche le patriarche grec Jean l'Oxyte pour y mettre à la place le latin Bernard de Valence, que Bohémond vient de faire valider par Dimbert à Jérusalem. C'est fou, hein, comme les Normands ont parfaitement bien saisi l'intérêt politique de la religion. Ce choix est en effet très lourd de conséquences, puisqu'à la querelle politique, il vient aussi ajouter la querelle religieuse, tranchant donc définitivement avec l'entente cordiale des débuts et cette volonté de renouer un petit peu les liens entre différents chrétiens, et évidemment, ça donne un motif légitime de plus à Alexis pour reprendre Antioche. Et Dieu sait qu'il l'utilisera. Mais il faut dire que dans le même temps, l'Empire lui broute les nougats sévères. Eustatios, nouvel amiral de la flotte impériale, vient de reprendre les ports de Cilicie occidentale, donc Séleucie et Kolykos, puis les territoires ciliciens de Bohémond, ou du moins ceux qui sont partiellement inféodés à Bohémond. La situation n'est pas claire, mais donc en gros, Tars, Adana et Mamistra, ce qui menace sérieusement sa frontière nord. Néanmoins, ce n'est pas là qu'il dirige ses efforts immédiatement. Au début de l'été 1100, il préfère consolider sa frontière sud-est au-delà de l'Oronte. Ainsi, il tente en juin 1100 de s'emparer d'Apamé, alors aux mains de Saïf al-Dawla Khalaf ibn Boulaïb, de la tribu qu'il habite, et qui est alors en guerre contre ses voisins Munkidites de Shaizar, qu'on a déjà pas mal vu. Et d'ailleurs, on peut penser que Baudouin comptait justement sur ce conflit pour lui rafler Apamé pendant ce temps-là. Mais ça ne marche pas, et Apamé lui échappe. Et du coup, c'est toujours les Kilabites qui l'habitent. Et vous trouvez ça drôle? Ah non, je trouve ça bizarre. Moi non plus. Ensuite, en juillet, Ridwan veut chasser les Normands de Kela, l'actuel Kafr Kilé, à l'est de l'Oronte, l'un des postes avancés des Francs d'Antioche, avec également Zerdana et Sarmine, les deux sont à l'est de Idlid, à mi-chemin entre Antioche et Alep. Ouais, ça en fait du nom propre. Sauf que Ridwan n'est clairement pas le digne héritier de ses ancêtres seldjoukides. Les garnisons de ses postes avancés lui bottent le cul le 5 juillet, et il en est réduit à demander l'aide de son beau-père Jana ad-Dawla, ce qui aboutira donc à la fameuse querelle qu'on évoquait la dernière fois. Dans la foulée, les Normands occupent ensuite Hadir, près de Kinesrin, et peut-être Kafartab, occupant donc tout le pays à l'ouest d'Alep, jusqu'à, justement, cette ligne entre Hadir et Kafartab, à l'exception, cela dit, de Tel Manas, qui est tenue par Jana. Je sais pas, moi, si ces détails géographiques vous intéressent, mais si c'est pas le cas, vous avez intérêt à me le dire, parce que sans ça, moi je vais continuer, hein. Je pense même que si vous me le dites, je vais continuer quand même. Je suis insupportable en vrai. Bref, Bohémond vient même vivre sur le pays et camper sur les rives du Kouaïk, la rivière traversant Alep, vers la fin juillet 1100, projetant, nous dit Kemal al-Din, de transformer en fortin les buttes mausolées de la banlieue d'Alep pour faire un blocus de celle-ci. Grousset d'ailleurs en déduit donc que Ridwan a vraiment eu du bol que Bohémond se soit fait choper juste après, car il aurait très bien pu prendre Alep dans la foulée. Bon, les analyses de Grousset, vous savez ce que ça vaut, hein. Je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. En effet, par cette offensive, il ne cherche pas forcément à agrandir sa principauté, mais peut-être juste à sécuriser cette frontière pour mieux se concentrer sur le nord. Non pas sur la côte cilicienne qu'il a donc perdue, faute de flotte, face à Eustatios,
mais bien sur les cols de l'Anti-Taurus, parce que ça permettrait d'empêcher l'arrivée d'une expédition terrestre byzantine, ce qui pourrait vraiment piquer sa race. En ce sens, nous le retrouvons donc ensuite, comme on l'a vu, se dirigeant vers la cité de Mélitène, en compagnie d'évêques arméniens dont il cultive l'amitié vu qu'ils ne peuvent pas non plus blairer les Byzantins, et de son cousin et lieutenant Richard de Salerne, le tout pour aller secourir Gabriel de Mélitène, régulièrement assailli par les Danishmendid, et qui lui offre en échange soit sa ville, carrément, soit plus probablement sa vassalité, tout simplement. Peut-être d'ailleurs a-t-il réagi aussi vite à son appel, précisément parce qu'il était déjà en chemin pour s'emparer, au nord de sa principauté, de Marash, tenu par l'Arménien Tatoul, toujours fidèle à Byzance, afin justement de juguler la menace terrestre byzantine. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est coupé dans sa lancée vers le 15 août, car malgré son génie militaire habituel, il se fait surprendre comme un bleu avec 300 à 500 chevaliers par les Turcs, qui l'embarquent, lui et son cousin Richard de Salerne, à Niksar, lui laissant à peine le temps d'envoyer, comme on l'a déjà vu, une mèche de ses cheveux blonds à Baudouin pour qu'il l'aide. D'ailleurs, quand on y réfléchit, il n'a pas dû tellement comprendre, Baudouin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Fleury pense justement que s'il comprend et réagit aussi vite, c'est sans doute que le signal était déjà prévu d'avance, car Bohémond, ignorant encore les futures réclamations de Dimbert, auxquelles d'ailleurs il n'aurait sans doute pas répondu pour la raison qui va suivre, eh bien Bohémond comptait sur Baudouin, au nom de la solidarité chrétienne dont ils avaient tous les deux besoin. Solidarité chrétienne qu'il n'allait donc probablement pas mettre en péril juste pour aider Dimbert. Comme le dit Brouwer, en dépit des grandes différences séparant les principautés du point de vue des structures administratives, aussi bien que de la situation stratégique de chacune face à l'ennemi musulman, il existait entre elles une cohésion infiniment plus grande que chez les musulmans leurs voisins. La croisade de 4 ans n'avait pas été vaine, et bien que les oppositions ethniques n'eussent pas entièrement disparu, c'était une évidence qu'après leur installation, les croisés constitueraient un bloc uni, comme l'avait fait l'armée en marche vers l'Orient. L'armée de la croisade devait servir de modèle aux États latins sortis de ses rangs. Bon, ça c'est la théorie, hein. Dans les faits, on l'a déjà vu et on continuera à le voir, c'est un petit peu plus compliqué. Ainsi, alors que Bohémond croupit depuis bientôt 3 piges à Niksar, non, je ne vais pas vous décrire sa captivité parce qu'il n'y a rien à en dire, il est juste en tôle, eh bien la régence de son neveu Tancrède, que nous évoquerons évidemment en détail la prochaine fois, elle indispose sérieusement Baudouin du Bourg, qui est devenu comte d'Édesse suite à l'offre de son cousin Baudouin de Boulogne, en échange de la vassalité d'Édesse envers Jérusalem. Avant ça, il a fait toute la croisade, même si on n'a pas forcément beaucoup parlé, et on suppose qu'il a ensuite offert ses services en tant que mercenaire à Bohémond au retour de la croisade vers le nord, puisqu'il est question d'argent entre deux, et après ça, les deux sont devenus assez bons camarades. Lui-même d'ailleurs dirige un petit peu Antioche entre la capture de Bohémond et son propre départ pour Édesse. C'est lui aussi un personnage complètement incroyable et aux ruses très très savoureuses, mais j'ai pas le temps. Fermez, moustache, je suis en retard. Pour l'essentiel, il faut savoir que Tancrède était trop gourmand et cherchait à obtenir d'Édesse qu'elle reconnaisse la suzeraineté d'Antioche, revendiquant que c'était le cas du temps des Byzantins, comme quoi l'héritage byzantin c'est quand ça les arrange. Et Antioche étant plus près que Jérusalem, le comte d'Édesse est dans une position pénible, puisque ça implique que s'il a besoin d'aide, Antioche pourra toujours faire du chantage en demandant cette suzeraineté, parce que Jérusalem, de toute façon, est trop loin pour pouvoir l'aider. Baudouin du Bourg en a donc marre, et ne trouve pas de meilleure solution que de négocier avec Malik Gazi Gumuştekin et avec le soutien du patriarche d'Antioche Bernard de Valence, la libération de Bohémond, afin qu'il vienne mettre au pas son trop turbulent neveu. Dans le même temps, on l'a vu, Alexis cherchait à obtenir la libération de Bohémond afin de l'avoir sous la main pour régler le problème d'Antioche. Et pour ça, il est prêt à payer très cher, puisqu'il propose à Malik Gazi Gumuştekin l'énorme somme de 260 000 besants d'or. C'était une fortune à l'époque. Et c'est comme ça que nous retrouvons Bohémond. Celui-ci, que ce soit en tôle, avant ou après, il ne perd jamais rien de son intelligence. Ou plutôt, c'est ce qu'on peut déduire de ce que nous disent les sources de sa captivité. Comme le dit très bien Jean Fleury, l'examen des diverses versions de cet épisode nous renseigne bien plus sur l'utilisation idéologique qui en a été faite que sur les événements eux-mêmes, qui demeurent obscurs. On peut y discerner une fois de plus, à travers l'évolution des récits, la marque d'une habile propagande de Bohémond. Ce que racontent les sources, au-delà de la réécriture chevaleresque qui en a été faite comme quoi il séduit les dames de la cour au point de convertir la fille de l'émir et autres fadaises, eh bien c'est que, apprenant le montant de la somme offerte par Alexis Ier, Kiliç Arslan, sultan de Roum et allié de Malik Gazi Gumuştekin depuis le passage des croisades de renfort en 1101,
demande la moitié de la rançon, sous prétexte qu'ils sont alliés, et donc ils partagent tout. Ce que le Danishmendid évidemment refuse, mettant ainsi fin à leur alliance. Ce qui d'ailleurs ne peut que réjouir les croisés, vu ce que leurs petits potes de 1101 ont pris dans la tronche à cause de cette alliance. Comment il t'a défoncé? Or Bohémond, Maïmoun pour les Turcs, Bohémond donc, bien traité par ceux-ci vu qu'il existe entre eux un respect et une estime réciproque, apprenant cette discorde se dit qu'il y a un coup à jouer. Il demande donc à ce que Malik Gazi Gumuştekin vienne le voir dans sa cellule pour en discuter avec lui et lui expose son idée. S'il refuse la rançon d'Alexis, Bohémond se charge de lui en trouver la moitié, qu'il n'aura pas à partager avec Kilic. Et si jamais Kilic n'est pas content, eh bien Malik Gazi Gumuştekin pourra compter sur le soutien du Normand face à ses ennemis. Peut-être même, si Ibn al-Asir dit vrai, promet-il de libérer la fille de Yaghissian qui est toujours prisonnière à Antioche. En tout cas, ça marche. Le Danishmendid accepte, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être critiqué par une bonne partie du monde musulman qui avait pourtant vu en lui, à la capture de Bohémond, le sauveur de l'islam, car selon Matthieu d'Édesse, autre chroniqueur pour le coup oriental, les infidèles le regardaient, Bohémond, comme le véritable souverain des Francs, et son nom faisait trembler jusqu'au Khorasan. Et du coup, avec ça maintenant, Gumuştekin, il passe pour une grosse merde. Reste donc à réunir la rançon. Il est possible qu'elle ait été réduite à 100 000 besants, apparemment, massivement réunis par Baudouin du Bourg, Bernard de Valence, la famille italienne de Bohémond, mais aussi d'ailleurs des princes arméniens comme Corfazil, qui apportera lui-même la rançon et recevra Bohémond libéré à Militaine au printemps 1103. Tancrède, lui, on verra pourquoi dans la prochaine vidéo, n'a apparemment pas fourni un centime. Vache, vous aviez pas besoin de ça, hein? Ah bah ça va. J'avais peur que la nouvelle vous chamboule. Du coup, assez logiquement, il fait profil bas quand son oncle débarque, même si quelques frictions éclatent dans le privé. Non pas parce que Tancrède n'a pas fait libérer son oncle, là-dessus il faut passer l'éponge car la nécessité implique de coopérer, mais parce qu'il ne comprend pas pourquoi il doit lui restituer aussi les conquêtes qu'il a ajoutées à la principauté, dont on reparlera. Mais bon, il accepte finalement sous la pression de l'opinion publique, et Bohémond redevient prince d'Antioche. Ce qui implique d'ailleurs qu'il n'a pas le temps de chômer. En effet, bien que sa libération et les racontars autour aient encore agrandi sa légende, faisant de lui un héros épique, chevalier courtois et croisé modèle, pour citer Jean Fleury, il faut quand même qu'il s'active un minimum, ne serait-ce sans doute que pour rembourser un petit peu ceux qui l'ont libéré. Il se lance donc aussitôt dans une campagne de Rezou, mais aussi de conquête, prenant Moslimier avec le soutien de Joscelin de Courtenay. Joscelin de Courtenay, pour le coup, lui, c'est un seigneur qui est arrivé avec Guillaume de Nevers pendant les croisades de Renfort et qui est devenu ensuite le seigneur de Turbessel, donc de toute la moitié ouest du comté d'Édesse. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il est le cousin de Baudouin du Bourg, dont il devient d'ailleurs le second. Et lui aussi, c'est un personnage haut en couleur. Mais là non plus, on n'a pas le temps. Ensemble, ils demandent notamment aux villes de Kinasrin et Al-Avassam de payer tribut, puis partent carrément à la conquête des 1103 ou 1104 pour Asbridge, de la lointaine vallée du Djarkhan et de sa capitale Marash, que Bohémond, on l'a vu, convoitait déjà. Joscelin occupe ainsi Marash et Bohémond Albistan. Mais bon, cela dit, ils les perdront quand même dès 1105 parce qu'elles sont trop éloignées du pouvoir central, tout simplement. Oh non mon oncle, vous allez pas nous renvoyer là-bas? Ouais, non, en plus c'est hyper loin, c'est trop pourri. Dans le même temps, autre souci, comme on pouvait s'y attendre, Alexis n'entend pas renoncer, loin de là. Non seulement Bohémond lui échappe, mais en plus, son neveu, on y reviendra en détail dans la prochaine vidéo, lui a chouré des terres pendant sa régence. Ça pique. Aussi écrit-il à Bohémond pour lui réclamer celle-ci. Mais Bohémond, évidemment, il refuse ou il ne répond même pas. Mais ce n'est pas une naïveté d'Alexis pour autant, il n'espérait sans doute pas récupérer les villes comme ça. Mais selon Malamute, cette ambassade n'a sans doute pour but que de montrer aux yeux du monde qu'Alexis est plein de bonne volonté, et que Bohémond est un parjure, un homme mauvais, intransigeant, etc. Ah bah oui, il est jamais con Alexis, jamais. Au contraire d'ailleurs, pour isoler encore plus Bohémond de ses potentiels alliés chrétiens, et continuer cette volonté de se montrer comme bon et clément à l'inverse du vil normand, Alexis va payer de sa poche la rançon de très nombreux chevaliers de Jérusalem, parfois estimés à 300, qui ont été capturés par les Fatimides à la désastreuse bataille de Ramla le 17 mai 1102, dont on reparlera. Ainsi, il se crée des alliés de bonnes relations et tente de redorer un peu son image auprès des Latins, d'Orient comme d'Occident. Mais bref, pour ce qui est de la Cilicie, concrètement, devant l'évident et prévisible refus de Bohémond, Alexis envoie carrément en 1103 une armée la reprendre, par la force, avec à sa tête le général Boutoumithès. Oui, c'est un nom rigolo.
Sauf que manque de troupes ou devant le soutien affiché des Arméniens de Cilicie aux Latins, il renonce et tente plutôt de secourir Tatoul à Marash, qui soutient toujours l'empereur. Et comme on l'a vu, ça n'est pas très efficace puisque Marash tombe finalement aux mains des Latins, soit fin 1103, soit en 1104. Encore un échec pour Alexis, mais qui est loin d'avoir dit son dernier mot, rassurez-vous. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Bohémond et Josselin, eux, sont à l'inverse en pleine bourre. Leur frontière nord ainsi sécurisée, ils repartent en guerre contre Ridouane à l'est dès le début de 1104. Bohémond prend ainsi Bassarfous en mars, entre Antioche et Alep, puis échoue devant Kafar-Latha au sud face à la résistance de la tribu arabe des Banu Ulaïm, tandis que Josselin, lui, continue de couper les communications entre Alep et ses voisins de l'Euphrate. Pour Ridouane, sans déconner, c'est de plus en plus chaud. Fort de toutes ces victoires, rien ne semblant devoir leur résister, les Francs commencent à envisager d'aller plus loin et décident de réunir toutes les forces armées chrétiennes de Syrie du Nord, Normands d'Antioche, Latins d'Édesse et même Arméniens, avec à leur tête Bohémond, Dimbert, Tancrède, Baudouin et Josselin. Ainsi, avec peut-être 3000 chevaliers et 7 à 9000 fantassins, une armée rappelant les grandes heures de la première croisade, et qu'on ne reverra pas de sitôt, ils décident de tous partir à la conquête d'une forteresse clé, à cheval entre Syrie, Anatolie et Irak, d'où ils pourraient agrandir encore plus leurs horizons. Sachant qu'en plus, devant une telle menace, il va se former une coalition musulmane pour les arrêter. Ça va être épique, hein? Avengers! Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vous parlerai de cette forteresse, ni de la bataille qui porte son nom. Pourtant, sans en dire plus, je vous dirai quand même que les conséquences de celle-ci furent majeures, que ce soit pour Antioche, pour Édesse, pour les Arméniens, pour le sultanat de Roum, pour les Seldjoukides, et surtout, étrangement mais tragiquement, pour Byzance. Comment? Pourquoi? Eh bien, vous vous doutez bien que Bohémond n'en a pas fini avec son rival de toute une vie, Alexis, et que cette bataille mystérieuse le mènera à se pencher une fois de plus sur le conflit qui les divise, et qui ne saurait tolérer qu'un seul vainqueur. Je clôturerai d'ailleurs sur l'un de ces étranges hasards de l'histoire qui fait qu'aucun physique des barons de la première croisade ne nous est assurément connu en détail, si ce n'est celui de Bohémond, et non grâce à son zélé chroniqueur, dont pourtant ça pourrait sembler être le boulot, mais bien grâce à la fille de son pire ennemi, Anne Comnène, chez qui on distingue pourtant une certaine admiration pour cet homme hors du commun. Voyez plutôt. Pour le dire en bref, on n'avait jamais vu auparavant sur la terre des Romains homme pareil à celui-là, barbare ou grec, car sa vue engendrait l'admiration et sa renommée l'effroi. Pour décrire plus en détail la physionomie de ce barbare, il avait une si haute stature qu'il dépassait presque d'une coudée les plus grands, et il était mince, sans embonpoint, avec les épaules larges, la poitrine développée, les bras vigoureux. Sa personne, dans l'ensemble, n'était ni décharnée ni corpulente, mais parfaitement proportionnée et conforme, pour ainsi dire, au canon de Polyclète. Il avait les mains fortes et était solidement campé sur ses pieds, avec le cou et la carrure robustes. Il paraissait légèrement voûté à un observateur attentif, non pas à cause d'une infirmité des vertèbres de l'épine dorsale, mais, à ce qu'il semble, parce qu'il était ainsi légèrement courbé de naissance. Il avait la peau très blanche, mais sur son visage, le blanc se mêlait au rouge. Sa chevelure était blonde et ne lui tombait pas sur les épaules comme celle des autres barbares. Cet homme, en effet, n'avait pas la manie des longs cheveux, mais il les portait coupés jusqu'aux oreilles. Sa barbe était-elle rousse ou d'une autre couleur? Je ne pourrais le dire, car le rasoir avait passé sur elle et laissé une surface aussi polie que le marbre. Cependant, elle semblait bien aussi être rousse. Ses yeux bleus exprimaient à la fois le courage et la dignité. Il se dégageait de ce guerrier un certain charme, en partie gâté cependant par un je ne sais quoi d'effrayant qui émanait de son être, car tout cet homme, dans toute sa personne, était dur et sauvage, à la fois dans sa stature et dans son regard, me semble-t-il, et son rire même faisait frémir l'entourage. Corps et âme, il était ainsi fait que le courage et l'amour se hérissaient en lui, et tous deux regardaient vers la guerre. Il avait l'esprit souple, rusé et riche en subterfuges en toute occasion. Ses paroles, en effet, étaient calculées, et ses réponses toujours ambiguës. Cet homme, à ce point supérieur, ne le cédait qu'à l'autocrator mon père, sous le rapport de la fortune, de l'éloquence et des autres dons de la nature. Pour le reste, à l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, cette dernière vidéo de l'année 2020. 2021, ça annonce assez intense du coup. Un grand merci en particulier aux tipeurs, vous me permettez de plus en plus d'en vivre et d'acquérir du matos, et du matos, c'est moins du matos
technologique, informatique, disons, que en fait des bouquins, hein, j'ai pu mettre le grappin sur pas mal de bouquins en anglais, qui sont pas forcément faciles à se procurer en France sur le sujet, nous le renouveau historiographique de tout ça, ce qui fait qu'il y aura probablement d'ailleurs une deuxième vidéo bibliographie croisade pour mettre tout ce que je n'avais pas mis dans la première, parce que je n'avais pas encore la suite. Bref, on continuera donc avec, a priori, une vidéo sur Tancred, qui ira peut-être jusqu'à cette bataille mystérieuse. Je n'ai pas encore découpé la suite, mais je pense que ça se passera comme ça, et enfin il y aura la fin de la vie de Bohémond et de Tancred, je pense, en une seule grosse vidéo, donc on va jusqu'à février, comme ça au moins, puis après il y aura Baudouin qui je pense va nécessiter plusieurs vidéos, bref on ne s'arrête jamais, puisqu'après il y aura encore les chroniqueurs, mais bref, les chroniqueurs, enfin bon j'en sais rien, on verra, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. En vrai j'aimerais bien ne pas en venir là, mais vu que je suis effectivement pas mal claqué, il y a peut-être moyen pour que je ne fasse pas de vidéo en janvier parce que je suis crevé, parce que là notamment on a fait 1h15 sur Godefroy, 45 minutes sur les croisades de renfort, donc déjà 2 heures, ensuite 1h05 sur Raymond V, donc 3h05, plus 1h10 sur Bohémond, donc ça fait déjà 4h15 au total si je dis pas de conneries, ce qui fait que du coup on a déjà fait plus en 4 mois que ce que je faisais pendant très longtemps en 3 ans, en un an, parce que je faisais 3h30 de vidéo à peu près en un an, là je fais 4h15 en 4 mois, donc je suis un petit peu sur les rotules, donc peut-être que je ne ferai pas grand chose en janvier. Je vous le dis, au cas où je me sente vraiment trop claqué, je préfère prévenir un peu à l'avance, peut-être que je ferai un truc plus détente, enfin bon on verra, mais je risque peut-être effectivement de me poser un peu, si ça ne vous dérange pas, puis même si ça vous dérange, en fait au bout d'un temps il faut que je prenne soin de ma santé, c'est vous qui m'ont encouragé et vous avez raison. Le problème que j'ai, c'est que j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement passionné par ça que je ne peux pas rester longtemps loin de mes bouquins. Pour vous donner une idée, depuis fin août, depuis que j'ai repris cette histoire de la croisade, je n'ai véritablement pris qu'une seule semaine sans bosser sur toute cette période, et ça a été très dur parce que j'ai du mal à m'arrêter de bosser. Ça m'intéresse tellement que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Donc en fait j'ai continué, et il a fallu lutter pour ne pas travailler, ça a été infernal. Enfin donc bref, n'empêche que je suis crevé quand même, donc il faut que je fasse attention, et que je prenne un peu soin de moi, et que je me pose un peu, ne serait-ce que pour derrière pouvoir réenchaîner en étant en pleine forme. Donc voilà, peut-être qu'en janvier il y aura moins de choses, ou rien, je ne sais pas encore, je vais voir, parce que mine de rien, là je pensais avoir conservé de l'avance, mais non, hein, ce mois-ci ça a été une course épouvantable. Donc voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, tout ça. Même si encore une fois, on est toujours à une vidéo par mois, il faudrait que j'arrête, je dis ça à chaque fois, c'est complètement con, ça n'a pas de sens. Passez de bonnes fêtes, dans la mesure du possible. Prenez soin de vos proches à votre manière. C'est-à-dire que si vous décidez qu'il est plus important de préserver leur santé physique, disons, que leur santé mentale, eh bien évitez de trop les voir ou de trop les toucher, et si vous estimez que leur santé mentale est plus importante que leur santé physique, eh bien n'hésitez pas à les serrer contre vous, parce que c'est important. Pourquoi je dis ça? Effectivement je suis fatigué, parce que quand je deviens sentimental c'est pas bon signe. Bref, ciao les aminches, merci pour tout, passez de bonnes vacances et de bonnes fêtes, et on se retrouve effectivement en 2021.